Invité du week-end, bienvenue sur ces plateaux. C'est un plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Vous avez été nombreux justement à vous poser des questions et à nous demander aussi pourquoi il n'y a pas de nouvelles émissions. Oui, c'est vrai, j'étais en déplacement, je suis de retour à Kinshasa et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Guy Kajemba. Il est l'une des têtes pensantes de la société civile environnementale. Avec lui, nous allons aborder les questions d'actualité. Bonjour Guy Kajemba. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. C'est un plaisir de vous recevoir encore une fois de plus sur ces plateaux. Vous êtes un habitué des invités du week-end. Hein? Oui, merci beaucoup. Je suis encore content encore une fois d'être reçu. Après avoir été reçu à Glasgow. Ah voilà. Donc la dernière fois qu'il est passé sur mon plateau, c'était à Glasgow. Bon voilà, nous sommes encore avec lui aujourd'hui pour parler cette fois-ci de Sharm el-Sheikh. Sharm el-Sheikh en Égypte, c'est la COP 27. Alors, comment vous préparez déjà pour cette grande convention? Bon, c'est un peu plus compliqué parce que la RDC est co-organisatrice. Et donc, nous avons une double tâche. Avant, on était comme des participants. Maintenant, on doit participer comme des organisateurs et ça pose toute une question. C'est la première fois. Donc, nous n'avons pas assez d'expérience dans l'organisation. Et donc, il y a beaucoup d'efforts à faire et nous essayons un peu de nous organiser pour que nous ayons une participation massive, significative et effective. Et quand vous dites qu'il y a beaucoup d'efforts à faire, vous faites allusion à quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? C'est beaucoup plus la visibilité, beaucoup plus, disons, nous devons être une vitrine, nous devons visibiliser tous les efforts que nous faisons. Nous avons fait des longs voyages pour parler de la RDC. Nous avons plaidé pour démontrer que nous avons beaucoup de potentialités, de capacités, que nous avons surtout des capacités pour préserver les forêts et nous devons les démontrer pendant cette période. Et donc nous devons avoir assez de moyens pour montrer ou démontrer ces efforts-là que nous avons vantés longuement dans... Est-ce que vous avez ces moyens? Bon, en fait, la COP, c'est une COP, c'est la conférence des États, ce sont les pays. Il faut demander si le pays a ces moyens-là. Mais justement, ces pays, parce que je sais, je les pose un peu la question pour mieux contextualiser. Est-ce que la RDC était-elle prête pour organiser cette COP? Selon vous? À mon avis, non. Hein. À mon avis, non. On est parti de manière un peu précipitée. Je veux bien que ce soit quelque chose qu'il faut oser, il faut faire quelque chose, il faut commencer par quelque chose. Mais vous savez que c'est depuis plus de 10 ans qu'on n'a pas fait après le forum de haut niveau, on n'a pas pu faire une activité dans ce sens-là, dans le sens du changement climatique. Mais je crois que la RDC est habituée à recevoir de grandes délégations. On a toujours vu des missions ici et je crois que si cette dynamique fonctionne, ça pourra toujours aller. Ah, vous avez des forêts, vous avez des tourbières, vous avez, et les gens qui doivent venir doivent aller. Logistiquement, c'est faisable? Non, le pays est enclavé. Le pays est enclavé, on a beaucoup de difficultés logistiques de déplacement. Vous savez, ces endroits-là sont les endroits les moins accessibles. Et que donc, ça va poser un certain nombre de problèmes pour permettre à ce que tous ces investissements, comme je peux l'appeler comme ça, soient vus physiquement. Déjà, on pense, il y a la pré-COP qui sera à Ngambie. Et en Gambie, déjà, c'est déjà une chose, une première, parce qu'apparemment, là, à ce niveau-là, on pourra peut-être visiter les forêts primaires et quelques réalisations. Et voilà, donc, c'est à peu près ça. Est-ce que la société civile est vraiment impliquée dans l'organisation? Nous nous efforçons, nous sommes en train de pousser. Vous savez... Comment vous poussez, c'est-à-dire que vous n'y êtes pas? C'est-à-dire que souvent, on n'a pas ce que disent les politiques. Ils ne disent pas qu'ils ne peuvent pas co-diriger le pays avec la société civile. Okay. Et ça pose un problème au niveau de la participation, au niveau du niveau de participation. Nous essayons un peu de faire tout ce qu'il faut. Nous sommes en train de verrouiller les portes. Vous savez, est-ce que les portes étaient verrouillées? Nous avions un problème de l'ordonnance. Le premier ordonnance qui est sorti pour la coordination, il n'y a pas quelqu'un de la société civile dedans. C'était déjà un mauvais précédent
Mais l'ordonnance est déjà là, vous pensez qu'il y en aura une autre? Non, il n'y en aura pas une autre. C'est ce que j'ai dit, que c'est un mauvais départ. Mais nous nous sommes dit, c'est pas ça le problème. Le problème, en plus, nous sommes indépendants, nous ne devons pas nécessairement dépendre de la volonté du gouvernement, parce que ce n'est pas toujours facile de travailler en synergie avec les politiques. Et donc, à un certain moment, nous devons garder notre indépendance, notre neutralité, pour que nos messages soient compris comme ça. On a l'impression que vous avez disparu. Hein. Bon, ça c'est mon impression. La société civile a totalement disparu. Non, bon, disparaître... non, si la société civile disparaît, c'est fini, la République est foutue. Je crois que nous n'avons pas disparu parce que nous sommes là, nous sommes... Mais on ne vous sent pas. Ça, je peux dire, ça va faire 2-3 ans, ou, bon, 1 ou 2 ans, on a l'impression que vous n'existez plus. Quoi. Bon, on est là, on travaille, on essaie de travailler. Vous savez, c'est peut-être un problème de créneaux et des enjeux. Et nous étions, pendant toute cette année, nous étions en train de travailler sur la transition. Nous sommes dans une transition par rapport à la deuxième lettre d'intention. Et que donc, il y avait une phase transitoire où on était en train de se réorganiser pour essayer un peu d'affronter la deuxième partie du financement CAFI. Et que donc, c'était un travail plus interne qu'un travail externe. Mais bientôt, on va rebondir. L'année prochaine, déjà, nous sommes là. Nous essayons un peu de surveiller, de voir les enjeux de l'ère. Mais vous ne dénoncez plus. Qu'est-ce qui ne va pas? On a muselé votre... Non, vous savez, notre travail, nous... Ou bien c'est parce que tout va bien que vous ne dénoncez plus? Je crois que vous nous appelez groupe de travail climat. Nous sommes un groupe technique. Nous ne sommes pas là pour faire l'activisme. Nous dénonçons des choses, des questions sur lesquelles nous avons documenté, ou sur lesquelles nous pouvons documenter. Et que donc, nous avons un certain nombre de dossiers sur lesquels nous sommes en train de travailler, notamment qui sont non seulement sensibles, mais très complexes. Et nous sommes en train de travailler, par exemple, sur la question des concessions. Nous avons beaucoup de sons de cloche. Et nous cherchons à mettre sur place des moyens et travailler profondément pour essayer un peu de voir un peu de manière approfondie. On ne peut pas s'hasarder à aller à dénoncer pour dénoncer, comme le font certaines organisations internationales. Ou d'autres ONG. Nous sommes un groupe de techniques de travail, donc nous avons des experts qui doivent travailler, fouiner, chercher les évidences pour que nous puissions être sûrs que ce que nous voulons produire est à la une. Voilà. Mais on a vu, par exemple, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la problématique des concessions forestières avec tout ce qu'il y a eu comme blocage des permis, des coupes pour ceci. Annulation des concessions ou des permis d'exploitation pour des organisations, et les mêmes organisations ou les mêmes entreprises pour lesquelles on avait suspendu l'exploitation se sont vues réattribuer les permis de coupe. Beaucoup de choses dans ce sens-là qui normalement devraient vous interpeller, mais c'est comme si vous fermez les yeux. Non, mais nous étions les premiers. Il ne faut pas oublier que c'est nous qui avons saisi le Premier ministre. C'est nous qui avons... ce dossier a été ouvert par nous. Nous sommes partis voir le Premier ministre du temps. Nous avons tapé sur la table et on a initié, on a confié ce dossier à l'IGF. L'IGF nous a entendus. Nous avons donné des informations suffisantes. Et nous ne sommes pas la police, nous ne sommes pas le gouvernement, nous ne sommes pas l'armée, nous ne sommes rien. Nous dénonçons. Maintenant, nous sommes à un niveau où il y a eu des efforts qui ont été faits, mais malheureusement, nous avons deux vitesses, ou même 3. La VPM met sur place une commission, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle va faire. Vous n'êtes pas même aussi, on n'est même pas dedans. L'IGF produit un rapport qui est partiel, qui pour nous qui n'était pas très bien complet. Et après, nous avons l'étude de la revue légale. Donc nous sommes dans une situation où nous devons rassembler tout ça, nous devons comprendre. Mais ce n'est pas une cacophonie, ça. C'est ce que je dis. Beaucoup d'instruments qui se chevauchent, qui se rentrent dedans. Effectivement, et ça ne permet pas nous de nous positionner directement. Il faut que déjà que nous nous assurons que nous sommes en train de travailler de manière un peu plus stratégique, à ce que nous puissions comprendre un peu ce qui se passe, parce que c'est finalement de la cacophonie, du désordre. Justement, s'il faut évoquer encore ces cas de la revue légale, on nous a invités pour nous présenter les résultats, mais finalement, les résultats n'ont pas été présentés. Est-ce que vous pensez que ça cache quelque chose? Oui,
ce qui est caché là-bas, c'est encore une fois la mauvaise volonté de l'administration, des dirigeants pour disponibiliser toutes les informations. Je crois qu'ils ont eu beaucoup de limites pour finir leur travail et ils avaient des deadlines. C'est ce qui fait en sorte que nous voulons encore poursuivre ce travail, nous sommes en train de l'approfondir. Et je crois que nous allons bientôt essayer un peu de voir qu'est-ce que nous allons faire. Mais comment vous allez faire? Vous allez prendre vos données des terrains pour les annexer à ce que les autres ont déjà fait? Nous allons trianguler toutes ces données. Nous allons prendre les données de l'IGF, celui de la revue légale et ce que nous allons voir sur le terrain. Et puis on va trianguler. Vous êtes déjà sur le terrain, mais vous allez voir. Nous avons des sur le terrain, nous avons des reportages sur le terrain, nous avons des coordinations provinciales qui essaient un peu de documenter cette question. Mais déjà, les informations préliminaires donnent quoi? Est-ce que ce qui a été déjà fait par l'IGF et ce qui vient d'être fait par la revue légale? Globalement, il y a à boire et à manger. Ah. Il y a des accusations vraies, il y a des accusations fausses. Okay. Je pense que parmi les concessionnaires, il y a ceux qui vont se plaindre, il y a la justice qui va intervenir. Donc, non, mais quand vous dites des accusations fausses, par exemple, c'est-à-dire qu'on peut citer une concession, un concessionnaire qui est en ordre. Okay. Tout comme on peut citer, on peut omettre un concessionnaire qui n'est pas en ordre. Et qu'après, nous avions voulu qu'on puisse approfondir vers la revue des concessions de conservation. Parce que là aussi, ça n'a pas été fait. Okay. Vous voyez, c'est tout ça. Donc, parce que la revue ne devait pas être une revue légale d'un certain nombre de concessions tirées à la hussarde de la roulette par la volonté de ceux qui vont faire la revue. La revue devait être globale pour donner une information globale. Exactement. Est-ce qu'avec tout ce qu'il y a comme dissonance ou un peu désordre, comme vous l'avez dit, vous pensez que ça pourrait avoir des conséquences sur les engagements de la RDC? Oui, décidément que oui. Je crois qu'il faut que la RDC continue à travailler pour donner des garanties qu'elle va assainir. C'est ce que nous avons toujours dit, nous n'avons jamais demandé qu'on puisse arrêter quelque chose, nous avons demandé que les efforts puissent continuer, que nous puissions veiller à ce qu'on poursuive ce travail-là. Et je crois que la volonté de le poursuivre est là. Maintenant, il faut s'attendre à des résistances, à des informations cachées, à des informations qu'on falsifie de quelque part. Et tout ça, ce sont des... Mais dans votre rôle de contre-pouvoir, comment vous faites pour arriver à... pour que ces situations puissent changer? Qu'est-ce que vous faites? On vous l'a dit maintenant ici, on l'a toujours dit, on le fait partout. On le fait partout. On produit d'autres positions, pour nos points de presse, on contacte les concernés, on essaie un peu de tout faire. Vous savez, ce sont des travaux qui coûtent extrêmement cher. La RDC est enclavée. Cher avec le temps, il faut beaucoup de stratégies parce qu'il y a des concessionnaires qui ne peuvent même pas vous recevoir. Et quand vous allez dans les fonds, vous allez trouver qu'il y a comment ça s'appelle ça, des gros poissons, des intouchables qui sont dans cette mafia-là et que donc ce n'est pas aussi facile que ça. Mais ça c'était du temps de l'autre régime. Est-ce que ça continue encore cette histoire de... Ça continue. Les concessionnaires, ce sont les mêmes, ils n'ont pas changé. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le régime A et que vous quittez le régime que vous laissez la concession. Okay. Ça n'a rien à faire. Ce n'est pas un problème de régime, c'est un problème d'assainir. Mais en réalité, à quel niveau ça bloque? Parce que la RDC est quand même un pays souverain. On a une VPM qui fait beaucoup de déclarations dans les réseaux sociaux, comme quoi elle travaille, mais apparemment sur le terrain, ce n'est pas exactement ça. Bon, je me réserve de commenter sur le travail de la VPM, mais je pense qu'il faut qu'elle choisisse les priorités. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Ce n'est pas dans un mandat de 5 ans ou de 3 ans qu'on pense qu'on peut transformer ce qui n'a pas marché pendant 30 ans. Il faut qu'elle priorise. Elle est partout et en tout. C'est bon d'avoir ce courage-là, mais avec quel résultat? Il faut que les priorités soient clarifiées. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de la société civile, vous pensez qu'il y a vraiment un résultat de toutes les actions menées depuis qu'elle est là? Oui, les efforts diplomatiques, les efforts de visibilité sont... C'est ça le régime actuel. Le régime actuel, il est trop à l'extérieur. Donc, ça a manqué beaucoup de fois. Nous n'étions pas très visibles, nous n'étions pas très entendus, suffisamment écoutés ou vus à l'extérieur parce que le haut niveau ne faisait pas un effort pour essayer un peu de visibiliser
les capacités ou les potentialités de la RDC par rapport à cette question des forêts. Et là, de ce côté-là, c'est positif. Mais sur le terrain? Sur le terrain, il y a beaucoup de choses à faire. Je vous dis qu'il y a l'administration, la BPM, et c'est tout ça le problème. Il faudrait qu'on puisse séparer l'administration et la politique. Et que là, apparemment, on sent qu'il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup d'interférences, et qui fait en sorte que, par moment, la politique ne comprend pas quelles sont les limites par rapport à l'administration. Est-ce qu'il y a des cas concrets qui illustrent cela? Bon, il y a beaucoup de situations inquiétantes qui c'est ça. On ne va pas entrer dans les détails dans ce sens-là, mais sinon, il y a tout un problème. Alors, on tourne les chapitres. À part 2022 à Kigali, vous n'avez pas été. La société civile a boycotté. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que les aires protégées de l'Afrique centrale sont contiguës. Une partie, hein, le parc national de Virunga est contigu, il y a une partie du parc qui se promène dans les Oro. Et que s'il y a perturbation de ces espaces-là à l'est, la guerre fait partie la guerre fait partie des causes qui perturbent la gestion orthodoxe de ces aires protégées. Et que donc nous ne devons pas penser qu'il fallait aller dans un pays qui agresse une aire protégée pour aller parler de quoi. Non, mais les sommets n'étaient pas organisés par les pays, c'était USN et... Oui, mais les pays c'est pourquoi ils ont préféré l'organiser là-bas. Ils pouvaient les délocaliser ailleurs. Non, mais peut-être qu'eux, c'était disponible. Nous ne pensons pas. Nous pensons que nous devons donner des signaux pour demander à ces gens-là de quitter notre territoire, de quitter nos aires protégées, de laisser nos gorilles et nos chimpanzés tranquilles et de s'occuper c'est ça le problème. On ne parle même pas, là nous ne parlons pas de déplacer parce que là c'est notre question, nous parlons des aires protégées. Mais ce n'était pas peut-être utile d'aller sur place, faire une déclaration, voilà. Parce que la politique des chaises vides ne paye pas comme on dit. Non, mais c'est quand même un signal fort parce qu'ils l'ont quand même entendu. La société civile absente là-bas, ça a quand même pesé. Il faut utile d'aller dire quoi aux gens qui ne comprennent pas. Ça fait combien de fois, même le chef d'État, il est parti combien de fois. Il ne faut pas nous amener dans ces milliers de négociations qui n'amènent rien. Là. Nous, on n'est pas là. Nous, ces civils, on n'acceptera pas que nos voisins continuent à agresser nos écosystèmes comme ça, impunément. Mais déjà, s'il faut considérer que la RDC a un très grand réseau des aires protégées et que le pays ne s'est pas présenté à Kigali, ce n'est pas quelque part aussi un manque à gagner. Mais les aires protégées sont le patrimoine mondial, papa. C'est le patrimoine mondial. Et c'est un peu de voir du pétrole. Si la RDC décide aujourd'hui d'exploiter le pétrole dans les aires protégées, tout le monde va se réveiller. Donc ce n'est pas pour nous-mêmes. Alors, bloc pétrolier en vente, quel est votre point de vue? Ça fait couler beaucoup d'encre. Hein? Oui. Vous savez, j'ai surpris beaucoup d'intellectuels internationaux par rapport à cette question. Parce que moi, je me dis, la Norvège est construite avec le pétrole. Et la Norvège défend l'environnement. Elle est le premier pays financier. Donc le débat, c'est pas... Mais dans l'entretemps, la Norvège exploite du pétrole. C'est ça que j'ai dit. Voilà. Donc le débat, pour moi, le débat, je suis nationaliste congolais, l'exploitation des blocs pétroliers est régalienne et normale et ça doit faire partie des ressources exploitées naturellement. Ouais. Ça, c'est d'une part. Maintenant, d'autre part, ce que nous avons toujours dénoncé, c'est effectivement nous rassurer s'il y a des études d'impact environnementaux et sociaux. On ne peut pas aller comme ça, comme le dit le ministre. C'est ce que je dis, notre gouvernement ici est habitué à lancer des choses difficiles à digérer. On vous parle d'un programme 145 territoires. Donc quelque chose là, quand vous regardez, vous vous dites avec quelle capacité, ressources humaines, ressources, qu'on peut lancer quelque chose dans moins de temps. Et je crois qu'il y a des travaux comme ça se font avec des études qui peuvent faire 5, 6 ans. Je vois une et les autres, 10 ans.
en train d'étudier, de faire des études d'impact environnemental, de voir un peu comment les mitiguer, et puis après on revient sur la question. Ouais. Donc nous ne pouvons pas empêcher la RDC. Donc vous êtes d'accord qu'on vende quand même ces blocs? Au cas par cas. Et dès lors que nous serons rassurés que ces blocs n'auront pas d'impact sur les communautés, ça n'aura pas de problème sur les fonciers, sur la biodiversité, tout ça, on ne peut pas accepter. Et après, vendre ou ne pas vendre, ce qu'on a déjà vendu, on a déjà eu quoi? Nous sommes à Mwanda, il y a du pétrole. Il y a quel degré de richesse à Mwanda? Mais attends, apparemment, nous avons un pays. Apparemment, vous êtes à la fois d'accord, à la fois contre. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je vous dis qu'il faut que ça soit bien étudié, que ça ne doit pas être précipité. Je suis contre les décisions précipitées. Comme toujours ici, on a créé ici une agence congolaise de transition écologique. Un matin, là, on crée, on nomme des gens. Après, on cherche où ça se trouve, qu'est-ce qu'il faut. C'est pas possible. Mais peut-être que vous ne l'avez pas cherché. Ils ont leur bureau ici à la Gombe. Oui, mais ils font quoi? Ils font quoi? Parce que maintenant, nous parlons du bloc pétrolier. Ouais. Ça fait partie du travail de la transition écologique. Exactement. Ils font quoi? Elle est muette, hein, cette agence-là. Et donc, ici, en RDC, on est habitué à faire du sensationnel. Pour faire rêver les gens. Ouais. C'est un bon rêve de dire qu'on a du pétrole, on a beaucoup de blocs pétroliers, on va les vendre, on aura l'argent, on aura des millions de dollars. Très bien. Mais comment? Ça se passera comment? Où? Avec qui? Pour quelle fin? Et dans quelle période? Non, mais quand vous dites au cas par cas, c'est-à-dire que s'il y a du pétrole dans les Virunga, il faut mettre de côté les Virunga? Absolument, on ne peut pas. D'autant plus que vous avez dit que la Norvège exploite. Non, la Norvège a aussi des parcs, mais même dans les parcs, je ne pense pas qu'ils peuvent exploiter dans les parcs, parce que nous parlons ici des engagements internationaux. Il faut quand même être sérieux. Si les gens sont partis à Kigali et ailleurs, c'est pour aller renouveler ces engagements-là par rapport à la restauration de la diversité, par rapport à la... Mais à quoi ça sert ces engagements si ça ne nous profite pas en réalité? Non, le patrimoine, à quoi ça servira de préserver les forêts si ça profite au monde entier? C'est ça la question que tu poses. Si le changement climatique va tuer les Cambodgiens, les Norvégiens, ça nous sert à quoi? C'est une question que je ne sais pas te répondre comme ça. C'est un patrimoine mondial, ça sert à préserver l'écosystème mondial et nous sommes engagés. Et donc, il est question d'entrer au Parlement et de se désengager, il n'y a pas de problème. Dès lors qu'on se désengage, ça devient autre chose. Mais nous, comme activistes de la VED, nous ne pouvons pas accepter qu'on puisse aller spolier. Non, il y a de la richesse. La richesse, il y en a, Alfredo, la richesse, il y en a au Katanga, on est premier producteur de cobalt. Pensez que ce pétrole est plus juteux que le cobalt là-bas. Et qu'est-ce que nous avons en RDC comme développement? Non, mais. Faut pas. Non, Monsieur Guy Kajemba. On est premier producteur de cobalt, de l'or, de tout ça. Une fois, j'ai reçu un professeur d'université qui m'a rassuré. Il m'a dit, mon jeune frère, lorsqu'il n'y aura plus du pétrole dans le monde, et que vous avez du pétrole dans les Virunga, que vous le vouliez ou pas, on va l'exploiter. Vous êtes d'accord avec moi qu'un jour, qu'on le veuille ou non, on va exploiter le pétrole du Virunga? Mais c'est toutes les ressources du monde. Chez nous, on dit quand les femmes, les lions manquent la viande, commencent à manger les herbes. Et nous, même ici, quand c'est la disette, on commence à voir les gens commencer à manger. Mais on a besoin de ressources pour développer notre pays. Est-ce qu'on manque de ressources, mon frère? C'est ça la question. Est-ce qu'on manque de ressources? Nous en avons. Alors, on peut explorer même. On a une panoplie de ressources qu'on peut explorer, notamment le pétrole. Je dis d'abord les minéraux que nous avons. Nous sommes les premiers producteurs de tout ça au monde. Ouais. Nous sommes où? Est-ce que vraiment c'est question d'explorer ou c'est question de transformer la vie de communauté? Le peu qu'il y a d'abord qu'on montre, ça va faire à quoi avant de construire? Mais il y a quand même une nouvelle dynamique qui est mise en place. On voit les lignes budgétaires en train de bouger. Les budgétaires, bon, ça c'est... Évitez-moi de politique. Moi, ce que je sais... On voit quand même les budgets partis de 5 milliards à 10 milliards et on est en train de monter. Donc ce sont des retombées de... Ça c'est une distraction. Comment ça? Ce sont des chiffres. Demandez à celui qui passe là en face là. Demandez le prix du pain. Il va te dire. Tu lui dis qu'on a des milliards. C'est dû à la guerre en Ukraine. L'argent, ce n'est pas dû à la guerre. Hein.
Non. L'argent là vient d'où? Non, mais l'argent, Des contribuables. l'argent, c'est pas seulement la guerre en Ukraine, parce que là, on a les Américains qui achètent, on a les Suisses qui achètent, on a les Canadiens qui achètent, ainsi de suite. Donc, c'est pas seulement l'Ukraine, quoi. Donc, Bon. moi, je pense que je comprends qu'il y a un besoin en vous d'avoir les assurances nécessaires pour que qu'on soit rassuré réellement qu'il n'y aura pas d'impact sur l'environnement. Mais d'une part et d'une autre aussi, on doit aussi considérer qu'on doit avancer. Pourquoi vous ne voulez pas avancer? Vous voulez toujours rester là, vous campez sur vos positions. Donc il ne faut pas exploiter. Les industries extractives, je reviens. Au Katanga, il y a combien? Prenons le Kassa avec les diamants. Ouais. Qui refuse d'avancer? C'est moi ou c'est la gestion de ces pays? Est-ce que vraiment il faut aller encore? C'est tout ça le problème. C'est-à-dire que vous ne savez pas gérer 2 $, vous ne savez pas gérer une femme, vous allez en prendre 3. C'est quoi cette histoire? Une seule femme, ça ne marche pas avec les enfants, vous allez en chercher d'autres. Et après, non. Mais nous pensons aujourd'hui. Je pense que même si on faisait l'étude, on va trouver qu'il y aura assez de problèmes liés. D'abord, ces espaces-là sont des espaces démographiquement, avec une démographie très galopante. Si vous allez dans le Grand Nord, là, si vous commencez, vous allez vous retrouver avec des problèmes fonciers terribles. Après, il y a toute la question des pollutions. Après, il y a toute la question de l'industrialisation. La question de l'industrialisation pose d'autres problèmes liés à la protection des champs, aux déchets toxiques, au gaz torchonné et tout ça. Donc, ce sont des choses, c'est là où nous voulons avoir des garanties. Pas venir déclarer pour nous provoquer seulement dans une chaîne de télévision, le ministre a dit. Il faut qu'ils nous disent, non, nous avons recruté une firme qui a fait ceci, voilà, on rend public un rapport, ils ont vu ceci, il y aura tel impact, cet impact sera mitigé. Bon, cet impact sera seulement sur 2 mètres carrés, là on peut tolérer. C'est tout ça que nous voulons. Nous, comme je dis, on ne peut pas refuser à un pays de se développer. Mais quand on fait quand on fait la rétrospection, on trouve que ce n'est pas ça le problème. On cherche pas des solutions. Ce n'est pas ça ce qui va régler les problèmes du pays. Mais dans l'entretemps, par exemple, dans les rifts albertines que nous partageons avec l'Ouganda, on exploite. Ah ouais, mais... À un moment donné, on se pose la question pourquoi l'Ouganda exploite. Parce que les Virunga, ce n'est pas seulement la RDC, les Virunga vont jusqu'en Ouganda. Pourquoi en Ouganda on exploite, mais vous ne voulez pas que nous, la RDC on ne refuse pas. Mais moi, on exploite. Est-ce que vous pensez qu'au Congo, on n'exploite pas de pétrole? Moi, il est là, non? J'ai fait un tour là, à Mwanda, voir comment est-ce que les gens vivent là-bas. Fais un tour. C'est du pétrole. Depuis 10 ans que le pétrole sort là-bas, il part. Le pétrole passe dans les maisons des gens. Les gens voient le pétrole passer sous leurs maisons. Mais pour avoir du carburant, il faut aller en Angola. On est tenté de dire quoi? Ce n'est pas seulement l'Ouganda. Nous, on exploite aussi le pétrole. Mais pour quelle fin? Pour avoir le pétrole ici, il faut que ça vienne, je ne sais pas moi où. Il faut que quand l'Ukraine se fâche là-bas, on ferme et tout ça. Non, mais le chef de l'État demande c'est qu'on puisse réhabiliter la raffinerie de la RDC. Comme ça, on a du pétrole de la RDC. On a des essences de la RDC. Ce sont des bonnes intentions. J'espère qu'on attend. Nous sommes à la 49e session des ministres. Quand vous collectionnez les demandes du chef de l'État, vous avez mal à la tête. C'est comme si... Vous pensez que ce sont des demandes qui restent... C'est comme si quelqu'un qui demandait à quelqu'un, il peut ne pas te donner. Et la plupart des fois, il n'y a pas de réponse avec son gouvernement. Prenez les résolutions, toutes les résolutions de session-là. Je suis en train de voir un peu les questions concernant le changement climatique pour voir sur autant de vœux les chefs de l'État combien ont été bizarres. C'est toujours bien dit, le Conseil des ministres a décidé, l'a dit. Oh, très bien. Avec un bon français, avec le texte là, très bien là. Et après, on s'arrête là. Alors, la deuxième lettre d'intention RDC-CAFI, les appels d'offres ont été lancés. Comment vous entrevoyez l'avenir, justement, avec ces 500 millions? Est-ce que ça ne va pas être la même chose avec ce qui a été la première lettre d'intention? Nous sommes... c'est ce que je disais au début de l'émission, c'est que nous, pendant tout ce temps ici, on ne faisait que travailler sur cette programmation des CAFI là, parce qu'on voulait vraiment nous rassurer qu'il y aura
elle sera différente de la première. La première n'a pas été aussi mauvaise parce qu'il faut comprendre que nous sommes dans un pays pratiquement pilote pour la question des raids. On n'a pas de référence. Tous ces programmes-là, déjà les programmes, on n'a déjà pas vu ailleurs, donc on les a essayés nous-mêmes. Et il y a eu des choses qui ont réussi, il y a des choses qu'il faut améliorer. Et tout ce que nous avons fait pendant cette période ici, c'est d'avoir une deuxième lettre améliorée. Améliorée dans le sens, le plus grand goulot d'étranglement dans la première lettre, c'était au niveau de la vitesse ou de la qualité d'exécution. Parce que là, on avait des problèmes des agences des Nations Unies qui avaient chacune ses procédures et ça ne donnait pas une visibilité spatiale, disons, alignée de l'évolution de tous les programmes dans l'ensemble. Et donc l'avancée aujourd'hui, c'est qu'on permet aussi aux entités nationales qui ont des manuels de procédure souples de rentrer en compétition et de postuler, tout comme aux ONG internationales et d'autres agences. Est-ce que les ONG internationales ne seront pas plus priorisées que les ONG nationales? Bon, l'argent vient de là, de chez eux. Ce n'est pas pour cette raison-là, c'est pour une autre raison. L'autre raison, la raison peut être une autre, c'est-à-dire les risques fiduciaires. Vous savez, la capacité de gestion, je l'ai toujours dit, même si les gens se fâchent, on ne peut pas demander, on l'a vu dans ces pays, quand quelqu'un vient de la pauvreté à la richesse brusque, il devient fou. On ne peut pas demander à quelqu'un qui gère $2 000 de venir gérer $200 000 à un moment donné comme ça pour un problème du pays. Le risque est certain qu'il y aura une gestion difficile malgré la bonne foi. Donc c'est là où c'est ce que nous encourageons et ce que nous faisons parce que maintenant nous sommes dans un plaidoyer, comment ça s'appelle ça, un plaidoyer stratégique qu'on ne peut pas exposer. Nous sommes en train de travailler pour retrouver les agences nationales et internationales qui peuvent travailler en consortium avec les ONG nationales de manière à ce qu'ils puissent être plus compétitifs. Et ça se fait déjà, nous avons déjà 2 ou 3 et je pense que ça va marcher. Mais vous pensez que ça ne va pas être la même chose avec la première lettre où on a constaté que plus de la moitié de financements sont restés dans les tuyaux, agence de ceci, agence de cela, et non, c'est des pourcentages. C'est ce qu'on veut éviter. C'est ce qu'on a voulu éviter en ouvrant la fenêtre entité nationale régionale. Parce que vous savez, quand vous avez une agence qui vous dit que pour avoir les semences de riz, il faut que ça vienne de Corée du Sud. Et pourtant, on peut les avoir ici. Pourtant, on peut les avoir ici. On les commande en Corée et puis ça arrive ici, la saison est finie. Quand vous les amenez en Équateur, le Bangala, qu'est-ce qu'ils font? Ils bouffent. Ce n'est plus des semences, ça devient la nourriture. Ah oui. Tout comme les semences d'arachide et tout ça. Et ça ne sera pas leur faute. Donc ça freine. Donc cette saison va passer. Vous avez un programme de 4 ans. Et vous passez une année en train de commander le matériel. La voiture doit venir, c'est pas moi, du Japon. On peut l'avoir ici. Ça fait 9 mois en cours de route. On doit recruter un consultant international. On fait l'appel d'offres, ça fait 9 mois. Comme à l'AFD, ça fait déjà 2 ans. Et que donc c'est pour éviter tout ça, ou pour réduire tout ça, qu'on a essayé un peu de faire un plaidoyer pour que Mais est-ce que ce plaidoyer est entendu? Bien sûr que oui, parce que le carnaval et la prévention existent et il intègre ces éléments-là clairement. Clairement. C'est-à-dire que c'est très clair que les entités nationales, les ONG, il y aura même une fenêtre pour les ONG de petites subventions. Il y aura même un appel à manifestation spécifique pour les subventions des ONG nationales. Okay. Donc il y aura une agence qui va se charger d'appuyer les ONG nationales en termes de petites subventions. Et tout ça, c'est pour rendre plus rapide, vous voyez. Pour rendre plus rapide, plus souple, plus accessible et plus compréhensible. Parce que c'est aussi compliqué de voir un Malien quitter ici, aller à Bikoro, commencer à parler de l'agriculture.
On va dire, mais papa, chez toi, là, il y a les déserts. Comment tu viens nous parler de l'agriculture? Franchement, ça c'est compliqué. Hein. Non, est-ce que le GTCR va se positionner également aussi pour ce genre de financement, ou bien comme agence d'exécution? Non, nous sommes dans la gouvernance. Hein, Okay. nous ne sommes pas, nous, comme on est Vous ne pouvez pas être jugé parti. non, nous, on est dans la gouvernance, donc on sera appuyé comme Comme organisation de société civile, oui, de la même manière que vous avez oui, lors de la première lettre. Oui, pour le suivi, Ok. disons, pour essayer un peu donc pour voir tout ça, hein, la gouvernance, tout ça, la validation, disons, la participation au comité de pilotage, au comité technique, pour voir un peu la clarté, la clarté dans la sélection des offres, voir un peu l'évolution des processus sur le terrain, documenter tout ça et remonter pour faire les progrès au niveau national pour que ça puisse s'améliorer. Ah, ça c'est très bien. Je voudrais quand même vérifier une petite information. Il semble que de plus en plus on ne veut pas. J'ai dit bien il semble. Je n'ai pas trop d'informations, mais je voudrais vérifier auprès de vous parce que vous êtes dedans. On ne veut pas du FONARED dans la deuxième lettre d'intention. C'est vrai ça? Ah. Qui ne veut pas de FONARED? Le FONARED, c'est un fonds national. C'est la République qui ne veut pas de FONARED. Non, c'est les bailleurs de fonds qui veulent plutôt que l'argent au lieu, parce qu'avant, avec la première lettre d'intention, ça passait quand même par les FONARED, mais on veut que les FONARED, pour la deuxième lettre, que ça ne passe pas par là et que ça passe par les agences, et voilà. Bon, je ne sais pas. Bon, ce sont des questions qui seront discutées parce qu'il y a d'autres réunions pour des réformes qu'on va faire. Tout le problème qu'on a avec le FONARED, parce que le FONARED n'avait pas de statut juridique. Okay. Il faudrait qu'il y ait une volonté politique de la RDC pour doter le FONARED d'un statut juridique pour savoir c'est quoi en fait. Donc là, le FONARED a travaillé beaucoup plus dans l'informel. Mais dès lors qu'il aura un statut juridique, c'est un fonds national, ce n'est pas un fonds CAFI. CAFI, c'est une fenêtre. Ça peut être le fonds vert, ça peut être le fonds LIF, ça peut être d'autres fonds qui passent par le FONARED pour l'ensemble des questions de l'arrêt dans RDC. Donc évidemment, l'unique contributeur aujourd'hui, c'est FONARED. Et c'est CAFI, et qu'il y a des réformes ou des réformes à faire sur lesquelles on a toujours discuté. Vous savez, les rôles de la CNRED n'a jamais été clarifié par rapport à ça, parce que maintenant ici on va arriver à un moment où on doit procéder aux homologations et on doit s'assurer du respect des outils de gouvernance de la RED. Ce n'est pas une agence ou une appartient, c'est l'État, c'est le ministère de la... Donc, je pense qu'il y aura des discussions, des clarifications à faire par rapport au rôle de FONARED dans la suite. Et vous pensez que si aujourd'hui les FONARED ou l'argent du CAFI, du fonds CAFI ne passe pas par le FONARED, il y a des risques peut-être de... Oui, nous on a insisté pour qu'il y ait un fonds indépendant. Et mais ce fonds indépendant ne va pas concurrencer carrément FONARED si vous avez... Non, j'ai dit le fonds indépendant, c'est le FONARED. Ah, c'est le FONARED, ok. Oui, donc, parce que nous, on a beaucoup plus évité, parce qu'il n'y avait que deux choix, il n'y a que deux choix. C'est l'argent de la République. Donc le premier choix, soit ça va directement au ministère des Finances, dans le poche troué là, de la RDC, là où entre les sorts, comme tu as dit, des milliards là, on ne sait pas ça va où. Ou alors ça entre dans ces fonds-là. Et nous, le choix qu'on a donné, c'était de créer un fonds qui nous permet un peu, avec une gouvernance transparente, de gérer ces fonds-là. Et donc, je ne vois pas une autre formule. Donc, si le combat peut être, si le fonds, ça doit être un combat interne. Ça doit être un combat interne où le ministère des Finances peut-être voudrait récupérer cet argent-là
Donc, comme dans toujours, ce que j'appelle poche trouée. Mais voilà. ça c'est terrible. Bon, on va voir, on essaie un peu de suivre ça de plus près. Bon, voilà, je voulais vérifier quand même cette information. Je vois qu'il y a des éléments, des grains d'informations qui réconfortent un peu ma thèse, ma question. Alors, Guy Kajimba, tu penses qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée aujourd'hui? Non, au contraire, tu m'as trop posé de questions. Bon, heureusement que mes questions étaient beaucoup plus faciles. Hein, Ouais, donc, ça, bon, on n'a pas parlé de la COP27, mais seulement je voulais dire que... Ah oui, on en a parlé. Hein, Ouais, on en a ouais, parlé. Donc nous sommes dans les secrétariats ici, en train de suivre de très près l'organisation de cette grande baisse, mais nous sommes en train de nous mobiliser pour une participation massive. Mais la participation massive ne suffit pas. À Glasgow, on a vu qu'il y avait une forte participation, mais... Pas une papa. Non, je pense que la nôtre n'était pas comme ça. Nous, ce n'est pas, de l'autre côté là, c'est pas nous. Quand les gens ramassent De l'autre côté où? C'est pas nous. Ce sont les autres émissions qu'on signe par-ci par-là, dans les cabinets, par-ci par-là. C'est toute une guerre là. Les gens se battent là. Mais nous, on insiste pour avoir des participations de qualité. Et je pense qu'on les fait toujours. Est-ce que vous vous organisez déjà pour savoir qui va faire quoi? Bon, d'abord, nous avons déjà nous sommes en train de mobiliser d'abord notre expertise pour les travaux ici, pour la pré-COP. Mais globalement, ce sont des travaux de logistique. Hein. Alors, ce sont des jeunes que nous mettons en contribution parce que c'est pour ici. Et, la pré-COP, c'est une réunion de scientifiques. Nous ne sommes pas des scientifiques. Nous allons participer, nous allons suivre. Ce qui nous intéresse, c'est la réunion politique en Égypte. Là, nous allons mettre bientôt sur place une petite équipe qui va travailler, comme on le fait d'habitude, qui va travailler sur notre cahier de charges, nous allons sélectionner les accréditations, accompagner les gens. Voilà. Alors, merci beaucoup Guy Kajimba pour avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir de vous recevoir ce matin. Merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons un point à cette édition. Je pense que Guy vous a donné autant d'informations et nous espérons les recevoir prochainement, peut-être après la pré-COP, pour évaluer le travail qui sera fait. Mais d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Portez-vous bien et à la prochaine.